Et on a le plaisir d'accueillir Agnès, celle qui est professeure à l'Université de Paris-Cité. Donc Agnès, si vous ne la connaissez pas, c'est une grande figure de la linguistique anglaise, une collègue donc, qui a travaillé d'abord sur la linguistique de l'énonciation, puis qui a élargi ses horizons pour aller pour combiner avec d'autres théories et d'autres questionnements. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Agnès Sell. Merci Guillaume et merci au laboratoire Modico de m'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tout le monde m'entend sur Zoom? C'est bon? Oui, Oui, visiblement. Ok. Je vais vous parler des questions de surprise en anglais et en français. Mon point de départ sera l'anglais je vais ensuite évoluer vers le français et consacrer plus de temps sur le français. Euh, alors, est-ce que j'arrive à... Voilà. Je vais vous parler des questions de surprise. Mon point de départ sera l'anglais et des questions de surprise qui sont en général identifiées comme telles en anglais. Et je vais passer au français et montrer finalement en quoi les questions de surprise diffèrent en français. Et j'essaierai d'expliquer pourquoi, ou en tout cas de proposer des hypothèses. J'avais prévu de parler en anglais. Euh, Guillaume me dit que c'était peut-être pas une bonne idée, donc finalement je passe au français je vous demande d'être indulgent parce que je vais traduire en même temps et il y a des termes sur lesquels je n'aurai peut-être pas la présence d'esprit que je devrais avoir parce que je ne l'ai pas préparé en français. Les interrogatives sont de façon prototypique employés pour demander une information de ce point de vue, les questions de surprise sont une forme d'interrogative non canonique puisque, comme elles expriment une surprise, elles ne sollicitent pas une information. Elles impliquent une inférence et elles expriment l'attitude négative du locuteur en ce qui concerne le contenu de la question. Je vais, tout au long de cette présentation, insister sur le fait qu'elles impliquent une modification de la valeur de l'expression en WH. En anglais, je vais m'appuyer sur les questions en what the hell, et donc en particulier sur le rôle que joue the hell par rapport à l'élément WH. En français, je vais parler des questions en qu'est-ce que des questions en c'est quoi ce, donc c'est quoi suivi d'une dislocation à droite, c'est-à-dire une forme de question in situ. Ensuite avec une dislocation à droite. Cette modification de la valeur de l'élément WH passe par des stratégies qui sont différentes en français et en anglais. Je vais expliquer que cela a des implications sur le type d'expressivité qui est en jeu. En français, lorsqu'on a une lecture de surprise, cela résulte en général d'une combinaison de facteurs. Une combinaison de facteurs syntaxiques, sémantiques, prosodiques. Je m'appuierai tout à la fin de ma présentation sur les résultats d'une expérience de production que j'ai conduite avec une collègue, avec Maude Pellissier. Nous avons montré dans cette expérience que les questions de surprise sur le plan de la prosodie diffèrent des questions qui demandent une information. Je vais essayer de montrer tout au long de cette présentation qu'en fait, on a bien là, avec ces deux types de questions, en qu'est-ce que et en c'est quoi, suivi d'une dislocation à droite, des éléments qui sont communs et qui permettent d'argumenter en faveur d'une lecture de surprise.
Alors, je vais d'abord vous parler d'études antérieures qui fondent un petit peu la réflexion sur les questions de surprise, en commençant par l'anglais et donc par What the hell. Ensuite, je vous parlerai des contraintes qui existent en français sur la formation des questions. Je reviendrai aux questions de surprise pour parler en français des questions en qu'est-ce que dans leur emploi non argumental, puis dans leur emploi argumental. Ensuite, je passerai aux questions en c'est quoi suivi d'une dislocation. Et je passerai ensuite aux résultats d'une expérience de production et ça va m'amener à formuler des hypothèses sur le rôle de la prosodie et la façon dont la prosodie s'articule à la syntaxe. Et ensuite, on discutera de ces résultats. Alors, dans des études antérieures, il y a eu des travaux qui ont été faits de façon pionnière, je dirais, autour de Obonawa et Munaro. Ce sont eux qui, les premiers, ont défini les questions de surprise des approbations comme étant des questions spéciales. En s'appuyant sur des dialectes du nord de l'Italie, des dialectes bellunaises, et en particulier le pagotto. Et donc, en pagotto, on a une véritable distribution complémentaire entre cosa, qui est employé en tant que mot WH nu en position initiale, et que, qui, lui, est employé en position interne. Et donc, on a bel et bien une distribution complémentaire entre les deux. Et cosa, qui va exprimer la question de surprise des approbations, contrairement à la question en que vous avez à droite, dans ce qui est la question standard. Que n'est pas acceptable en position initiale à la différence de cosa. Et dès qu'on a affaire à une question de surprise des approbations, on aura cosa. Et donc, en pagotto, on voit que le sens de surprise correspond sur le plan syntaxique à un schéma bien particulier. Et dans la tradition générative, c'est expliqué en termes de couches à gauche dans la périphérie gauche, donc une couche en position haute dans la périphérie gauche. Dans une langue comme l'anglais ou dans une langue comme le français, je dirais qu'on n'a pas de distinction claire et nette entre différents termes WH permettant d'avoir cette différence entre question de surprise et question qui demande une information. À la fois what et qu'est-ce que en français sont compatibles avec les deux types de questions, donc aussi bien pour demander une information que pour exprimer une surprise. Néanmoins, en français, il existe un emploi non argumental de qu'est-ce que, sur lequel je vais revenir. Du côté de l'anglais, il y a eu des travaux qui ont été faits du côté des grammaires cognitives et des grammaires de construction, en particulier par Kay et Filmon, qui, eux, estiment que une construction comme « What's X doing Y » exprime un jugement d'incongruité qui est attribué à un état de choses. Et ils estiment que si l'on a cette structure-là, cette construction-là, on a véritablement affaire à une relation entre forme et fonction qui est conventionnalisée, donc une construction. Donc, c'est ce que vous avez dans l'exemple 1, « What's this fly doing in my soup ?» avec une réponse comme « I believe that's the backstroke », où on a une plaisanterie, donc un jeu sur la langue. Là, il est clair que la question ne vise pas à obtenir une information sur l'activité de la mouche dans la soupe,
C'est ce qui explique qu'on ait affaire à une plaisanterie dans la réponse. Et l'élément WH, dans la lecture qui est la lecture prévue par le locuteur dans la question, le terme en WH n'a pas une valeur référentielle. Néanmoins, on a bel et bien une ambiguïté sur le plan syntaxique entre la lecture de surprise et la demande d'information, et c'est précisément pour cela qu'on va pouvoir avoir la plaisanterie et donc le jeu qui est exploité dans la réponse que fournit le serveur. Donc, on voit que même dans un cas où on a une construction, en tout cas c'est analysé comme tel, la lecture de surprise, elle s'appuie sur une combinaison de facteurs qui nécessite que l'on ait un contexte pragmatique adéquat pour que cette lecture soit possible. Dans l'exemple 1', où on change complètement les protagonistes, on peut tout à fait imaginer que cette même structure soit utilisée à des fins de demande d'information et non pas pour exprimer une surprise. Je passe à What the Hell. Donc, beaucoup de travaux ont été faits sur What the Hell. What the Hell exprime en général, on considère qu'il exprime la surprise à propos de la réponse, concernant la réponse. Donc, ça a été dit par Pesetsky, par Huddleston et Pullum. The Hell est adjoint à l'élément WH, donc suit immédiatement l'élément WH. Kim et Abeye ont montré que what the hell, ou tout élément en WH suivi de the hell, fonctionne comme un constituant. Donc c'est une unité syntaxique qui n'est pas séparable, ce que l'on voit en 2, où l'apostrophe S apparaît après l'ensemble what the hell. Et l'élément what the hell apparaît nécessairement en position frontale. Et donc là, on a affaire à une forme d'expressivité qui est étroitement liée à la périphérie gauche, comme l'ont montré Dendeken et Giannakidou. The Hell est analysé comme un modifieur émotif de l'élément WH par Huddleston et Pullum, pas comme un item de polarité par Dendeken et Giannakidou, ou un intensifieur par Hoeksema et Napoli. En tout cas, The Hell exprime une présupposition concernant l'attitude négative que le locuteur a à l'égard de la valeur de l'élément en WH et du contenu propositionnel. Donc, il y a avec The Hell une inférence qui est négative. Je me range plutôt du côté des analyses qui estiment qu'on a affaire à une intensification avec The Hell. Et cette intensification s'effectue sur une échelle. Il ne me semble pas que l'émotion associée à The Hell soit fixée. Mais pour interpréter l'inférence négative, on va avoir besoin de savoir quelle est la connaissance, quel est l'état de connaissance du locuteur et quelle est l'attitude, quelle est l'échelle qui va permettre de déterminer l'attitude en question. Et donc, cette échelle, elle va être déterminée en contexte.
Et donc, essayons maintenant de définir les types d'états de connaissance du locuteur et de l'interlocuteur. Si le locuteur ne connaît pas la réponse, comme dans l'exemple 3, là, on va avoir une échelle d'ignorance et l'expressivité va viser l'identification d'une entité. Là, ce qui va être mis en évidence avec What the hell is that, comme en 3, c'est l'échec du locuteur à trouver une valeur pour l'élément, pour la variable en WH. Et donc, ça pourra être associé à des émotions qui vont de l'énervement à la frustration en passant par l'étonnement. S'il y a un conflit entre l'attente du locuteur et des preuves en contexte, là, on va avoir affaire à une forme d'incongruité. Et là, l'expressivité va viser un événement qui est contraire aux attentes du locuteur. Donc, c'est ce qui est représenté en 4. Et ce que sous-entend 4, c'est que le participant, l'interlocuteur, ne devrait pas faire ce qu'il est en train de faire, donc il a des gestes inappropriés, et la question, dans le même temps, sollicite une explication. Donc là, vous voyez que la surprise, l'expression de la surprise va de pair avec une demande d'explication et éventuellement l'expression de la colère, de la désapprobation. Mais associé à cette demande d'explication, on peut aussi avoir une demande de changement, une demande d'action. Et enfin, si le locuteur connaît la réponse, comme en 5, autrement dit, si on a affaire à un exemple de question rhétorique, là, on va avoir un effet d'intensification avec the hell, donc une intensification de l'orientation négative, de ce biais négatif, avec éventuellement un énervement ou un sens d'agacement, d'impatience qui va s'ajouter. Oui. J'ai une question sur The Hell. Est-ce que ça s'emploie dans d'autres constructions? Est-ce que c'est vraiment passer la question, est-ce que c'est vraiment What the Hell ou est-ce qu'il y a une contribution propre de The Hell là-dedans? The Hell peut s'employer, enfin, est typiquement employé dans des questions comme ça, hein, et justement dans des questions, pas dans des exclamations, par exemple. Donc, c'est possible avec un élément en WH qui est interrogatif, mais pas exclamatif. Ça veut être utilisé comme intensifieur parfois. Oui. Ah oui, voilà. Donc, on pourra aussi avoir the hell dans des constructions verbales à valeur d'intensification. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère me ranger du côté de l'intensification et des analyses qui vont du côté de l'intensification plutôt que du côté des analyses qui vont vers la polarité ou uniquement la polarité négative, parce qu'effectivement, on peut l'avoir associé à des constructions verbales où là, il va intensifier. Mais avec des éléments en WH, ce sera uniquement dans des interrogations, pas dans des exclamations, pas dans des exclamatives. Et donc, une question qui est souvent posée, est-ce que cette valeur de the hell, elle est de nature exclamative ou est-ce qu'elle est questionnante? Quelqu'un comme Collins estime que dès l'instant où on a the hell, la question prend une valeur exclamative. Et en même temps, on est toujours du côté de l'interrogative en termes de type de phrase.
Et c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que c'est vraiment limité aux phrases interrogatives. On ne pourra pas avoir une exclamation, une exclamative avec « What the hell a nice person she is ». En position enchâssée, on pourra évidemment avoir the hell, mais uniquement si l'on a une orientation questionnante et pas si on a une orientation vers une réponse. Donc, un cas comme cette prime, he knew what the hell, est beaucoup plus problématique que cette où là, on retrouve l'orientation de question. Et donc, on a toujours cette ouverture du domaine des possibles concernant la variable qui est interrogée et une extension du domaine selon pour reprendre les termes de Dan Dicken et Giannakidou. Vous voyez qu'en 8, si on essaie donc de comparer avec des exclamatives, on va avoir une forme d'expressivité qui, là, vise une proposition ouverte qui est présupposée. Là, avec l'exclamative, on a affaire à quelque chose qui peut être considéré comme un fait qui ne donne pas lieu à controverse. Le fait qu'il y ait un comportement hautement inapproprié, c'est un fait qui ne donne pas lieu à contestation, il est pris comme tel. Et on voit également que c'est tout à fait compatible avec des tags qui vont avoir une orientation inverse, comme en 9. Donc, on peut contraster ça avec l'exemple 9, où là, on a what the hell, donc la forme d'interrogation. Donc, autant en 8, on a affaire à quelque chose qui est stable et pris comme étant un fait, d'où la possibilité de ce tag à valeur polarité inverse. Autant en 9 avec la question, en the hell, là, la présupposition qui est attaché à cet élément WH va concerner une attitude négative et le contenu de cette question. Donc là, à la différence de ce qu'on a en 8, on n'a pas affaire à un fait, mais vraiment à quelque chose qui pose problème. Au moyen de cette question, on fait appel à l'interlocuteur pour obtenir une explication ou bien pour obtenir un changement. Cette attitude émotionnelle qui est exprimée avec the hell, elle comporte une valence qui est négative. Alors qu'avec les exclamatives, comme en 8, l'attitude du locuteur n'est pas spécifiée. On ne peut pas savoir si, fondamentalement, l'exclamative va être associée à une valence positive ou négative, alors qu'avec what the hell, on aura une valence qui sera négative. Et donc, je rejoins les analyses de Chernilovskaya, Nguyen, Autier, Hageman, qui expliquent qu'avec l'exclamative, on va avoir une évaluation qui va porter sur cette neutralness ou bien sur un haut degré je ne saurais pas dire, d'éléments inappropriés qui est attribué au comportement. Avec what the hell, on a différents types d'expressivité.
Si l'on a affaire à des verbes et des verbes qui expriment un état mental ou bien des verbes exprimant un discours, on peut tout à fait, dans des énoncés enchâssés, avoir un déplacement de l'expressivité vers le sujet de la principale. C'est ce qui se produit en 10. C'est également le cas en 11, avec une forme d'introduction, enfin une proposition introductive comme people were like, donc une introduction d'une forme de discours indirect, ou en tout cas de citation. Donc là, on a like qui fait office de cotatif. Et dans les deux cas, il y a une attitude qui est attribuée au sujet, en tout cas au référent à l'intérieur de cette proposition principale. Mais l'expressivité peut également ne pas être liée à l'état émotionnel du référent sujet. Et je dirais que là, on a affaire non pas à une attitude, à une expressivité qui est liée à l'attitude du locuteur, mais beaucoup plus à une forme de représentation de la surprise. C'est ce que vous avez en 12 et en 13. Didn't he look surprised like, what the hell is she doing here? Ou exemple 13, we looked at each other like, now what the hell do we do? Là, like fonctionne comme un marqueur discursif et déclenche une forme d'expressivité. Et on a affaire à un cas qui est légèrement différent du cas précédent, c'est-à-dire que là, like va glisser vers autre chose. Il va permettre d'identifier une situation stéréotypée à une situation particulière. Et dans des cas comme celui-ci, vous voyez que la question en what the hell, elle représente de façon mimétique une attitude émotionnelle afin de caractériser une situation qui est exprimée dans la première proposition. Donc là, l'intensification, elle va fonctionner de façon différente. C'est-à-dire que l'intensification va se faire en fonction d'une échelle de performativité et non pas en fonction d'une échelle liée à l'attitude. Donc, vous voyez qu'on passe d'une forme d'émotion, donc une expressivité liée à l'émotion dans un premier cas, à une expressivité qui est liée à la performativité dans le second. Et la condition pour interpréter what the hell comme étant expressif, comme exprimant une forme d'expressivité mimétique, c'est que le locuteur et l'interlocuteur partagent une connaissance commune à propos de ce que l'interrogative en what the hell représente. Donc, il faut que le locuteur puisse s'appuyer sur la capacité de son interlocuteur à identifier une situation spécifique avec une situation prototypique permettant de la caractériser. Et donc, c'est ce que vous aviez en 11 et 12, en 12 et 13, où what the hell dans les questions représente une forme d'attitude de surprise et une forme d'attitude marquant une attitude inquisitive, c'est-à-dire nécessitant une demande d'information. Et donc, ces stratégies de enactment nécessitent qu'il y ait une forme de performativité
où le locuteur s'appuie sur une représentation du monde qui est partagée avec celle de l'interlocuteur, beaucoup plus que sur sa propre perception d'une situation donnée. Excuse-moi, sur cette histoire de performativité, je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire précisément. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que dans Didn't he look surprised, like what the hell is she doing here? Le locuteur n'est pas forcément quelqu'un qui est surpris. Mais la fonction de what the hell is she doing here, ça va être de représenter de façon prototypique didn't he look surprised? Si on traduit en français, ça va donner je ne vois pas en fait, c'est derrière what the hell like, genre. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est comparable à ce qu'on a en français avec genre. Donc, genre, what the hell is she, c'est ça? Mais oui, mais qu'est-ce qu'elle trafique voilà. En fait, c'est une sorte de même de discours rapporté. C'est pas vraiment rapporté au sens où il n'y a pas une prise de parole originelle. C'est la parole autre. C'est une forme de discours qui est censé représenter le look surprised, le fait que he looked surprised. Et donc, ce segment-là, what the hell is she doing here, ou bien now, what the hell do we do, dans l'exemple 13, ça représente le fait que, par exemple, en 12, il a l'air surpris, et en 13, la façon dont il se regarde témoigne d'une surprise. Mais à la différence de ce qu'on a en 10 et 11, on n'a pas avec what the hell l'expression d'une émotion de surprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas une personne qui exprime voilà, ce n'est pas le siège de la surprise. La différence, par exemple, là, on peut encore interpréter like comme étant la marque la marque d'un discours indirect, et donc on peut encore interpréter people were like ou people disent what the hell did we just see, et donc people en tant que sujet référent exprime la surprise associée à what did we just see, et donc il y a une surprise qui est ressentie et qui est exprimée de cette façon-là, alors que dans didn't he look surprised like what the hell is she doing here, là on ne peut pas retrouver une prise de parole. Et donc le rôle de what the hell is she doing here va être de représenter la surprise et le fait que didn't he look surprised, oui, dans didn't he look surprised, il avait l'air surpris. Et donc, pour représenter cet air surpris, on va pouvoir employer de façon prototypique what the hell is she doing here, qui est censé représenter la surprise. Voilà, voilà. C'est peut-être en termes de performativité qui t'a... Non, mais je pense que c'est très contextuel, mais fondamentalement, de là, savoir si ça représente la surprise. Je dirais... C'est quand même très subtil, là, ça. Je ne dirais pas que le like l'exprime la surprise. En revanche, le like va prendre une fonction discursive, expressive, permettant ce glissement. En français, tu as la construction en mode, là en mode, c'est ça, ou genre. C'est du même ordre en français avec en mode ou genre. Là, je dirais que c'est encore ambivalent parce que people were like, on peut tout à fait imaginer what the hell did we just see comme étant vraiment quelque chose qui a été dit par people were like.
Et donc, le like peut aller de l'un à l'autre. Dans l'exemple 11, je pense qu'on peut encore le considérer comme une forme qui introduit du discours indirect, alors que dans 12 et 13, on est passé complètement à autre chose. Oui. Et en 11, on aurait moins d'ambiguïté sur le go à la place de be. Par exemple, people went, like. Oui. Ça désambiguïse. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Oui, oui. Donc, je disais que on peut faire la différence entre différents types d'expressivité et the hell n'exprime pas nécessairement une forme un type d'expressivité qui serait purement émotionnel, puisque dans les derniers exemples dont j'ai parlé, eh bien, en fait, l'expressivité prend une valeur qui est iconique. Là, c'est une échelle de performativité qui est mise en jeu en mettant directement en rapport un signe avec le sens d'incongruité. Et donc, the hell permet aussi d'exprimer cela. The hell peut être employé seul, en tout cas dans des questions qui n'ont pas nécessairement une forme verbale. Alors, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits en syntaxe sur les problèmes d'ellipse. Donc, Dendeken et Giannakidou expliquent que les formes en what the hell ne fonctionnent pas dans le sleuthing. Je sais pas comment, enfin, le sleuthing, vous voyez à peu près ce que c'est. C'est corroboré par des travaux de Kim et Abeye qui ont fait une étude extrêmement complète sur toutes les occurrences de what the hell, who the hell, enfin toutes les formes en WH the hell à valeur elliptique dans le COCA. Donc ils ont vraiment fait un relevé entièrement exhaustif, ce que moi je n'ai pas fait. D'après Kim et Abeye, le sleuthing n'est pas possible lorsqu'on a un antécédent parce que cela viole la condition de non-delinked. What the hell n'est pas lié au discours et le fait qu'il y ait un lien à un antécédent serait une violation de cette contrainte. Donc, ce qui explique qu'un exemple comme 14 ne fonctionne pas avec l'ellipse. Néanmoins, Kim et Abeye ont montré que l'ellipse peut fonctionner dans la proposition principale, en particulier dans ce qu'ils appellent les contextes contrôlés sur le plan pragmatique, qu'ils distinguent des contextes de merge. Donc, dans un cas comme 15, on a what the hell qui fonctionne bien et ils ont beaucoup d'exemples de ce type, beaucoup plus fréquemment que dans des cas comme 16. Ce qui, dans l'analyse de Kim et Abeye, milite en faveur d'une analyse constructionnelle de the hell plutôt qu'en termes de dérivation, parce qu'ils expliquent que en fait, on n'a pas de, on peut pas, enfin, on n'arrive pas à trouver facilement une origine dans la syntaxe permettant de dériver cette forme. What the hell, effectivement, est beaucoup employé en tant que dans des questions averbales. Donc, je ne vais pas prendre position sur ces questions d'ellipse, mais ce qui me frappe, c'est qu'on peut tout à fait l'avoir, comme en 17, dans une question qui est tout à fait averbale.
Dans ce cas-là, cette construction, elle permet d'attribuer un jugement d'incongruité au segment qui précède, à l'énoncé qui précède. Et on peut aussi trouver what the hell lexicalisé dans comme un nom, hein, comme en 18, from the wonderful to the what the hell. Et donc là, je pense que ce type d'évolution qui apparaît en anglais est rendu possible par le fait que what the hell fonctionne véritablement comme un constituant, et the hell est un intensifieur qui est incorporé à l'intérieur de l'expression en WH. Donc, je dirais que la morphosyntaxe facilite ce phénomène de conventionnalisation, et c'est ce qui va permettre à what the hell d'exprimer, d'encoder l'incongruité, y compris en dehors d'un cadre phrastique, puisque clairement en anglais on peut aller tout à fait au-delà de ce contexte phrastique. Et ça me paraît être une différence essentielle par rapport aux questions de surprise du français, qui, elles, sont toujours articulées à la structure phrastique. Et maintenant, je vais passer au français. Alors, vous me direz, en français, on a un équivalent parfait de ce dont je viens de parler en anglais. Effectivement, en français, on pense tout de suite à que diable, et que diable allait-il faire dans cette galère. Donc là, on a vraiment diable qui, sémantiquement, est proche de hell, également cette forme d'intensifieur qui est attachée à l'élément WH. Donc, on a vraiment quelque chose qui est tout à fait similaire. Mais je pense qu'il est délicat de faire de que diable un équivalent fonctionnel de what the hell, étant donné que en français contemporain, ce n'est pas que diable qui va être utilisé, en tout cas pas dans des conditions comparables à what the hell. J'ai essayé de réfléchir plutôt aux équivalents pragmatiques de what the hell, et ces équivalents pragmatiques, je pense qu'ils sont plutôt du côté des questions en qu'est-ce que et des questions en c'est quoi, suivies de la dislocation. Alors, s'engager dans les structures interrogatives en français, c'est compliqué. En français, les interrogatives sont vraiment une zone très délicate, pour plein de raisons. Donc déjà, on a trois structures en face, les unes des autres. Donc vous voyez, on a qu'est-ce. On a qu'est-ce que c'est, donc qu'est-ce, donc là une forme avec une inversion du sujet critique. Qu'est-ce que c'est, donc une forme où on a la particule avec le complémentaire qu'est-ce que, suivi d'un ordre sujet-verbe, donc sans inversion. Et puis on a c'est quoi, et c'est quoi, c'est une forme de question in situ. Donc, tout ça pour exprimer what is it, finalement. Hein. Donc, en anglais, on aurait une structure en face de ces trois structures du français. Pourquoi ? Il y a beaucoup de contraintes qui expliquent qu'on ait des questions, différents types de questions en français, différentes structures. Paul Boucher insiste sur le fait qu'il y a en fait un mélange de contraintes prosodiques et syntaxiques qui explique l'état des interrogatives en français contemporain.
En particulier, le français est une langue qui a perdu l'accent lexical et dans différents travaux, dont ceux de Christiane Marchellonisia qui sont cités par Boucher, il est bien mentionné que cette perte de l'accent lexical a pu entraîner des conséquences sur la structure de la phrase en français et donc sur la syntaxe de la phrase en français. Et donc, je vous laisse lire la citation qui est citée par Boucher. Donc, it would seem that the main cause of the formation and grammaticalization of French question forms is to be found in the phrase final stress marking, which is peculiar to French. This type of stress placement not only encourages placement of the word to be stressed in the final position, but also so weakens the initial position that an interrogative pronoun placed there needs reinforcement. Et également, Caroline Ferry insiste sur le fait que, je cite, in French, due to the absence of lexical stress, the phonological counterpart of focus is different from that of many other European languages. Donc, on n'a pas cet accent lexical qui permette d'exprimer le focus en français et ça peut tout à fait contribuer à expliquer le développement des questions in situ, de la syntaxe in situ en français, où on a l'élément interrogatif qui apparaît en position finale. Et en français, on a en fait une combinaison d'éléments avec le phrasé prosodique et une restructuration syntaxique qui, l'un avec l'autre, vont permettre de marquer la structure informationnelle. On a également, parmi les éléments expliquant la situation actuelle des interrogatives en français, le fait que les interrogatifs du français sont à la fois un élément WH qui est faible, que est faible et nécessairement en position à gauche, initiale, et ensuite, si on a est-ce que sera renforcé par le complémentaire, donc par que, qui est lui-même, enfin, est-ce que est une ancienne forme privée, est suivi, ou bien alors il est suivi d'une forme d'inversion. Mais dans ce cas-là, si que est suivi d'une forme d'inversion avec un sujet critique, on a affaire à quelque chose qui est extrêmement défectif. Le paradigme n'est pas complet. Et je vous renvoie à Druetta qui a analysé tous les cas où on a des phénomènes, des problèmes de forme défective. Autre contrainte, le français était une langue à V2 et est devenu une langue à SVO, donc le passage de l'un à l'autre a pu entraîner des changements importants qui se sont produits depuis le XVIe siècle. Si bien que en français, l'inversion du sujet critique, elle est à l'état résiduel dans des interrogatives, mais c'est quelque chose qui est assez limité. Le fait d'avoir le verbe en deuxième position. Oui, mais V2, c'est-à-dire que dans V2, on n'a pas nécessairement l'élément sujet en position 1. Voilà, oui. Et donc, il y a une contrainte sur le V2, mais pas sur l'ordre de l'ensemble et sur le fait que le sujet doit nécessairement être en première position.
Oui, oui. Et donc, on se retrouve avec une situation où on a énormément de questions in situ en français. C'est-à-dire qu'on va avoir c'est quoi? Donc, on a l'élément interrogatif qui apparaît à l'intérieur. Donc, non pas en position initiale, l'élément interrogatif n'est pas en position initiale, mais il est à sa place habituelle. Oui, oui, oui. Donc en position qui reste interne. Alors, bon, Lambrecht, par exemple, s'est beaucoup penché sur les questions du français et estime que ces différentes réalisations entre questions in situ, questions en qu'est-ce que, ou questions avec une inversion, sont en fait des allo-questions. Il estime que l'antéposition avec qu'est-ce que et les questions in situ sont devenues des constructions par défaut en français. Il relie, enfin, Boucher et Ferry relient vraiment cela à des questions d'ordre phonologique en français, notamment au fait que les boundary tones sont typiquement au début, ou enfin à gauche ou à droite de la séquence phonologique en français. Les questions in situ ne sont pas, ou en tout cas plus en français, liées à des motivations d'ordre pragmatique, ce qu'a très bien montré Pierre Larrivé dans un article récent où il étudie à partir de corpus l'évolution diachronique des phrases, enfin, des interrogatives in situ en français. Et donc, il montre qu'il y a effectivement eu un moment où il y avait une activation catégorique et donc une différence de sens selon, liée à des phénomènes de présupposition permettant les questions in situ en français, mais ce n'est plus le cas en français actuel. Et donc, on a vraiment des questions, différents types de questions dont le sens est difficile à distinguer en français contemporain. C'est tout à fait confirmé par des travaux de Florence Lefeuvre sur quoi et c'est quoi. Florence Lefeuvre a montré que progressivement, c'est quoi remplace qu'est-ce que. Elle a observé que dans Frontex, donc à partir de données littéraires, l'emploi de c'est quoi s'est considérablement développé aux dépens de qu'est-ce que. Et dans des corpus oraux, même chose, elle a constaté que l'emploi des questions en c'est quoi domine l'emploi des questions en qu'est-ce que. Et donc, c'est quoi peut tout à fait être utilisé pour demander une information à propos d'un événement et pas seulement à propos de l'identification d'une entité. Et donc, je cite cet exemple de Florence Lefeuvre. C'est quoi à Picpus? Donc là, c'est vraiment le sens de qu'est-ce qu'on va faire à Picpus. Donc, ce qui est interrogé, c'est un événement en tant que tel et pas l'identification de quelque chose à Picpus. Elle constate également le développement de ces questions en c'est quoi avec la dislocation à droite ou à gauche. Alors, je reviens
après cette parenthèse aux questions de surprise, et à des travaux qui ont été faits par Laurie Dekissi et Coveney. Ils ont identifié deux structures qui sont des questions expressives dans leurs travaux, et donc des questions qu'ils identifient comme étroitement liées à la surprise. Donc, ils identifient d'un côté l'emploi non argumental de qu'est-ce que tu vas porter ce sac, et ils l'appellent une question rhétorique conflictuelle. Et d'après Coveney et Dekissi, une question de ce type, donc qu'est-ce que tu vas porter ce sac, ou qu'est-ce que est non argumental, ce type de question a le sens de pourquoi, et en même temps exprime une assertion emphatique de polarité inverse en ce qui concerne la cause, la raison de la proposition. C'est-à-dire que ce qui est sous-entendu, c'est il n'y a pas de raison ou il n'y a pas de raison pour P. Et ils analysent également une autre structure, donc la structure en c'est quoi suivi de la dislocation à droite. Donc c'est quoi cette tête que tu fais, et eux estiment que c'est une question exclamative. Et donc, ils distinguent les deux. Ils distinguent d'un côté la question rhétorique conflictuelle avec l'emploi non argumental de qu'est-ce que, et la question exclamative avec c'est quoi suivi de la dislocation. Et donc, d'après eux, ce deuxième cas, donc la question in situ, ce n'est pas rhétorique parce qu'il n'y a pas, cela ne sous-entend pas une assertion avec une polarité opposée. Et donc, ce que je vais essayer de démontrer, c'est que ces structures-là ne sont ni des questions rhétoriques, ni des questions exclamatives, mais ce que je vais essayer de définir comme des questions de surprise. Et je vais les rapprocher. De détail, pourquoi parler de dislocation droite pour 22 ? Parce que cette tête que tu fais reprend l'élément ce. On a le ce qui est le sujet de est, et ensuite cette reprise avec cette tête que tu fais. C'est quoi que tu fais Non, c'est du côté. On est du côté. Oui, on est du côté de la dislocation là. Ouais. Donc, je vais commencer par l'emploi non argumental. Et donc, mon idée, en partant des travaux de Dekissi et Coveney, c'est que je vais essayer de montrer que c'est pas une question rhétorique. Je vais essayer de voir pourquoi. Donc, c'est un emploi non argumental de qu'est-ce que qu'on va rencontrer avec des verbes intransitifs comme rigoler. On ne rigole pas quelque chose, on rigole. Ou on va le trouver aussi avec des verbes transitifs qui sont suivis de leur objet, comme en 24. Porter ce sac, la position d'objet, elle est instanciée par ce sac. Donc, qu'est-ce que ne peut pas être argumental. C'est un corpus de la Suisse romande. Ça, c'est un exemple de Françoise Gadet qui est citée par Coveney.
aussi, je l'ai dans... Enfin, on le retrouve chez Coveney et Dekissi. Hein. Ça vient d'un corpus. Hein. Je peux le retrouver. Je ne l'ai pas noté, mais ça vient d'un corpus. Hein. Et le crochet, elle a voulu noter par le crochet le fait qu'on a une intonation montante, hein, je crois. Hein, c'est le sens du petit crochet qu'on a au milieu. Je n'ai pas noté, mais c'est un corpus. Hein. Ouais, oui. Ma question derrière ça, c'est après, d'un point de vue quantitatif, quoi. C'est quand même très dur est-ce qu'on peut généraliser ce que le français c'est quand même une question très particulière. C'est très fréquent. Hein. À l'oral, c'est très fréquent. C'est très fréquent. C'est très, très fréquent. Non, mais c'est très, très fréquent. C'est très, très fréquent, oui. Difficile parfois à trouver dans des corpus parce que ça implique vraiment qu'on n'ait pas une situation où on mène un entretien. Il faut vraiment que ce soit un dialogue spontané entre des protagonistes. Est-ce que vous trouvez 24 plus acceptable par exemple est-ce que vous trouvez la 24 plus acceptable que la 23 Alors, dans cette structure non argumentale, là, c'est vraiment la syntaxe qui rend la lecture informationnelle impossible, puisque on voit tout de suite que qu'est-ce que ne peut pas correspondre à l'objet. Du coup, qu'est-ce que ne peut pas être associé à son domaine sémantique typique. Je te pose une question, mais c'est vraiment parce que je suis quand tu dis lecture non argumentale, qu'est-ce que tu veux dire et qu'est-ce que vous faites, ça marche, d'accord? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Oui. Donc, c'est quoi les différences? Donc, qu'est-ce que vous faites là-bas? L'emploi va être argumental. Et pourquoi? Ben parce que qu'est-ce que c'est l'objet? Ok, d'accord. Okay. Alors qu'ici, qu'est-ce que n'est pas l'argument objet? Ok, d'accord. Merci pour cette précision. Parce que comme rigoler est intransitif, il n'a pas d'objet. Donc qu'est-ce que ne peut pas s'interpréter comme ayant le statut d'objet par rapport à rigoler? Et comme en 24, on a porté ce sac, donc l'objet est instancié avec ce sac, on ne peut pas postuler que qu'est-ce que représente l'objet de porter. Donc, ce n'est pas argumental. Voilà. Donc ici, étant donné que qu'est-ce que n'est pas l'objet, comment interpréter ce qu'est-ce que il n'est pas lié à son domaine sémantique habituel, et donc on va passer en fait à une lecture qui est liée à un ensemble de raisons plus qu'un ensemble d'objets possibles. Et donc, on va évoluer vers une valeur qui se rapproche du sens de pourquoi. La lecture de surprise résulte directement de cette syntaxe qui n'est pas canonique. On peut dire ici que qu'est-ce que fonctionne comme un opérateur qui porte sur l'ensemble de la phrase. On a bien là une inférence négative à propos de l'événement qui
est dénotée dans le contenu de la question. Il y a une contradiction entre entre des indices contextuels et les attentes du locuteur. Par exemple, en 23, on n'est pas dans une situation où on s'attendrait à ce que quelqu'un se permette de rire. Néanmoins, on constate qu'il y a du rire. Donc, on a le locuteur qui a une attente. Cette attente, ça peut être aussi bien ce qui est vrai qu'une norme sociale. Donc, ça peut aller oui, du côté de l'épistémique jusqu'à la norme. Dans un exemple comme 23, ce qu'il y a derrière, c'est tu ne devrais pas rigoler. Et donc, la question ici sollicite une explication, une raison, et en même temps, on peut tout à fait l'interpréter comme une demande indirecte de mettre un terme à cette activité qui est jugée tout à fait incongrue. Alors, pour Coveney et Dekissi, comme je le disais, ces questions-là impliquent une attitude négative et d'après eux, c'est ce qui explique le sens rhétorique. J'en rends compte différemment. Il me semble que c'est à distinguer des questions rhétoriques. Et donc, comme exemple de questions rhétoriques, on pourrait imaginer qu'est-ce que ça change. Dans une question rhétorique comme « mais qu'est-ce que ça change ?» là, au sens où ça ne change rien, hein, le locuteur et l'interlocuteur partagent l'idée qu'il y a une réponse similaire à apporter et évidente à cette question, la réponse rien. Donc là, je m'inspire des travaux de Rhodes sur la façon dont je définis la question rhétorique. Et il me semble qu'on a affaire à quelque chose qui est bien différent dans les questions qui nous intéressent, puisque contrairement aux questions rhétoriques, dont on a un exemple en 25, les questions de surprise font apparaître un conflit entre les attentes du locuteur et des indices contextuels qui sont disponibles. Et donc, la question demande une explication ou un changement dans le cours des événements, ce que ne fait absolument pas une question rhétorique comme 25. On peut également voir qu'il y a des différences dans ce qui est admis dans ces questions. On n'aura pas de negative polarity items dans ces questions. On ne pourra pas dire qu'est-ce que tu vas ou qu'est-ce que tu viens lever le petit doigt. Alors que dans une question rhétorique, dans une vraie question rhétorique, au contraire, on aura ces NPIs, pourquoi lever le petit doigt. On ne pourra pas enchasser la question avec qu'est-ce que non argumental. J'ai demandé qu'est-ce que vous rigoliez là-bas, alors qu'on peut tout à fait enchasser. J'ai demandé qu'est-ce que ça changeait, ça ne changeait rien. Donc la question rhétorique, normalement, peut tout à fait être enchâssée. Donc il y a des différences et je pense qu'elles sont importantes. Et autre point important, et ça, ce n'est pas quelque chose qui a été relevé dans la littérature, mais je pense que c'est que là, il y a une vraie différence. Il me semble qu'il y a une contrainte aspectuelle. On ne peut pas avoir de verbe d'achèvement dans ces questions. Parce que précisément la question ne peut pas ne peut pas se focaliser sur un point d'arrivée. Et on doit avoir affaire à quelque chose qui est réversible. Donc, qu'est-ce que tu as atteint le sommet? Ça ne marchera pas.
alors que les verbes qu'on va trouver dans ces questions non argumentales, ce seront des verbes d'activité, des verbes très fréquemment avec un sens modal, comme aller, au sens, enfin, aller et venir avec leur sens modal, leur valeur extraordinaire, hein, pour reprendre le terme de Damourette et Pichon, ou bien avoir besoin de. Et dans tous les cas, on va mettre l'accent sur une nécessité, donc une nécessité qui est jugée comme étant inadaptée, inappropriée. On va mettre l'accent sur le chemin, la voie qui est choisie et qui est inadaptée, qui n'est pas la bonne direction. Ou alors, on va parler d'une activité, mais d'une activité qui est complètement incongrue. Donc, voilà un exemple avec aller. Qu'est-ce que tu vas porter ce sac? Donc, ça, c'était l'exemple de Françoise Gadet. Donc, typiquement, on a là l'emploi modal d'aller et non pas l'emploi prospectif d'aller. Et donc, cet emploi-là d'aller garde les caractéristiques directionnelles d'aller pour montrer un chemin qui se déplace, qui s'écarte du centre déictique. Et donc, ce chemin est présenté comme étant choisi de façon délibérée par un agent. Quant à l'infinitif, il réfère à un événement en cours, mais aller, du coup, avec l'emploi d'aller, on se représente cet événement spatial comme menant à un point d'arrivée qui est anticipé et non atteint. Donc, on met l'accent sur un chemin et ce faisant, on rend le processus figuratif, abstrait, donc on l'abstrait de la situation et du contexte référentiel. Et comme les preuves contextuelles contredisent l'attente du locuteur, cet événement, il n'est pas du tout pris pour acquis et le locuteur demande une explication. On a quelque chose de comparable avec venir. Donc, qu'est-ce que vous venez nous parler des taux? Donc, à propos d'un événement qui est en cours, hein, donc on a bel et bien quelqu'un qui parle des taux. Donc, on se représente cet événement comme un événement spatial avec une orientation dialectique. Et si l'on a venir, à la différence d'aller, le but de ce déplacement est présenté comme coïncident avec le centre déictique. Et dans ces cas-là, l'activité est exprimée comme étant détrimentale pour le sujet et pour les participants du discours. C'est pratiquement tout le temps associé à des pronoms de première personne, nous, nous ou me. Donc, le sujet de première personne ou bien des participants mais représentés à la première personne sont présentés comme étant directement affectés par ce processus. Donc, on met l'accent de cette façon-là, on met l'accent sur une étape saillante de l'événement et la question demande une explication et demande généralement un changement. J'en viens à l'emploi argumental de qu'est-ce que. Syntaxiquement, c'est tout à fait ambigu entre la lecture de demande d'information et la lecture de surprise. Et la lecture de surprise va s'appuyer sur des éléments lexicaux, sémantiques. Donc, on trouvera souvent ces questions associées à « mais ».
qui va indiquer qu'on a affaire à quelque chose qui est contraire à l'attente, donc un marqueur discursif. L'élément en WH n'est pas référentiel dans la lecture de surprise et on le trouvera associé à des verbes comme à nouveau aller suivi d'un verbe d'activité mentale, typiquement faire ou foutre, donc une variante qui permet d'expliquer, qui permet de référer à une activité jugée défavorablement. Et on aura aussi avoir à suivi d'un second prédicat. Donc, qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que vous avez tous à chanter? Donc, à nouveau, on a le verbe aller qui est modal, qui permet de se représenter une activité comme un chemin qui a été délibérément emprunté par le référent. On aura très souvent un sens conventionnalisé. Chercher ici, aller chercher prend le sens de s'imaginer des choses et non pas aller véritablement chercher au sens spatial. On aura avoir à, comme je le disais, donc avoir à, qu'est-ce que vous avez tous à chanter? Donc avoir à n'a pas un sens sémantique propre, mais va plutôt servir à localiser une activité par rapport au référent et encore une fois à mettre l'accent sur l'incongruité de cette activité dans un contexte donné. Donc on aura beaucoup le verbe foutre et dès l'instant où on a ce verbe, finalement, on sait qu'on a affaire à la lecture de surprise. Et donc là, le locuteur ne cherche pas une information à propos de l'activité du sujet référent, mais on sait, dès l'instant où on a ce verbe, qu'on s'intéresse à un décalage entre l'attente du locuteur et la localisation du référent. Cet emploi argumental de qu'est-ce que, je pense que sur le plan fonctionnel, on peut tout à fait le rapprocher de la structure en WXDY qui a été étudiée par Kay et Filman en anglais. Donc en fait, on a une structure qui en surface satisfait tout à fait une syntaxe interrogative, mais en même temps, on ne lit pas véritablement la variable et la question est non canonique. C'est tout à fait compatible avec la position enchâssée, à la différence de l'emploi non argumental. Et donc là encore, si on compare à l'anglais, c'est comparable. Et donc là, le jugement d'incongruité, eh bien, il émane du sujet, de l'énonciateur rapporté, les profs en l'occurrence. Donc, ces questions de surprise marquent au niveau verbal la surprise avec des verbes qui sont connotés de façon négative ou bien qui sont marqués sur le plan aspectuel ou sur le plan modal. On les rencontre fréquemment avec mais comme marqueur discursif. Dans l'expérience que je vais vous présenter, nous avons évité d'avoir ces verbes-là, puisque dès l'instant où on a ces verbes, on n'a plus d'ambiguïté et on sait qu'on va du côté de la surprise. Donc, dans l'expérience que je vais vous présenter, comme on a essayé de déterminer quel était le rôle que la prosodie pouvait jouer, on s'est intéressé à des exemples qui étaient véritablement ambigus entre les deux lectures. Donc, tout ce dont je viens de vous parler là, on a essayé de l'écarter. Oui, donc je vais essayer d'accélérer. Oui, oui. Oui, oui, oui. C'est ce qui va venir après. Et donc,
Donc ces questions, finalement, et donc là j'essaie un petit peu de préparer le terrain pour ce qui va venir après. Donc elles sont déclenchées par quelque chose, par un événement qui va à l'encontre des attentes du locuteur, et la demande qui est faite à la locuteur à travers ces questions de surprise vise à permettre au locuteur de revoir, de réviser son état de connaissance, son état de croyance, afin d'obtenir une adéquation entre les attentes et la situation. Donc, on peut tout à fait se représenter ces questions comme une recherche de la cause sur le plan épistémique en vue d'une révision ensuite au terme de la réponse. Donc, c'est un processus d'adaptation et d'intégration de l'inattendu. Et fondamentalement, on est bien du côté de la question, puisque à travers ce questionnement, même si on ne cherche pas à obtenir une information, on va chercher à résoudre quelque chose, résoudre un conflit par rapport à des attentes qui sont contrariées. Je passe à c'est quoi. Alors, c'est quoi, on va le trouver en tant que question de surprise au présent. On ne peut pas le trouver dans des formes de questions enchâssées. Donc, c'est très indexical. Et la lecture de surprise nécessite que l'on ait la dislocation à droite et un démonstratif dans cet élément disloqué à droite. Donc, je vous donne la définition que propose Lambrecht de la dislocation. Mais cela ne suffit pas à produire nécessairement une question de surprise. 35, c'est quoi ce poisson? Ça peut tout à fait être une demande d'information concernant l'identité du poisson, concernant l'argument sujet. Donc, la lecture de surprise, on va la trouver tout particulièrement avec des noms, comme ceux des lyres, des noms qu'on peut interpréter d'un point de vue figuratif. Et de ce point de vue-là, il est vrai que la dislocation à droite est devenue une structure tout à fait conventionnalisée pour exprimer l'évaluation, et une évaluation qui s'appuie sur des preuves contextuelles. Donc, il y a eu des travaux qui ont été faits en analyse conversationnelle par Stéphanie et Orlara à ce sujet. Et donc, l'évaluation, dans la lecture de surprise, le fait que l'évaluation de l'entité qui est désignée bloque la demande d'information explique que on ne puisse pas avoir autre chose qu'une forme d'expression de surprise. Donc, quoi ne peut pas s'interpréter d'un point de vue référentiel, puisque dans le même temps, il y a une évaluation qui est faite. Donc, la question peut tout à fait souligner un événement incongru, et cela même sans verbe explicite. C'est le cas en 37. Donc ici, la question ne porte pas tant sur l'identité de la robe, mais sur le fait que cette robe soit portée dans des circonstances qui ne le justifient pas. Et ce qui est frappant, c'est que on n'a pas le verbe ici, on n'a pas de forme prédicative permettant de rattacher cette robe au fait qu'elle est portée par quelqu'un dans une situation donnée. Donc, ça implique en fait beaucoup d'implicite. Ce qui est implicite ici, c'est la prédication qu'il y a derrière. Donc, on a un nom, une référence à une entité qui est désignée en situation, mais la prédication qu'il y a derrière, il faut l'inférer en réalité.
Et on va avoir ces types de structures avec des verbes avec des noms qui permettent de référer à une activité, comme cette pratique, cette manière. C'est quoi cette pratique d'araser? Donc, un nom qui permet de catégoriser ce qui est observé en tant que pratique. Fondamentalement, je dirais que sur le plan pragmatique, le but de ce type de questions, c'est exactement le même que ce qu'on a vu dans les questions en qu'est-ce que. Et donc, on pourrait tout à fait dire, à la place de c'est quoi cette pratique d'araser les taupinières d'un coup de pied, qu'est-ce que vous allez araser ces taupinières d'un coup de pied? Voilà, c'est exactement la même chose, mais formulée différemment en passant par un verbe, en catégorisant différemment. Et donc, avec c'est quoi ce suivi d'un nom, le nom est employé pour référer à une situation qui est directement désignée et qui fait l'objet d'une évaluation, mais on ne mentionne pas un agent, on ne mentionne pas une prédication quelconque, et donc le rôle de l'agent derrière doit être inféré par l'allocuteur. Comme tous ces postmodifieurs, ces taupinières, donc tout ce qui vient après cette pratique d'araser les taupinières d'un coup de pied, ou bien cette robe de bar mitzvah, tous ces postmodifieurs, c'est ce qui permet de construire la lecture de surprise. Donc, on les a évacués de l'expérience que nous avons faite en production. Donc, on a éliminé au maximum les postmodifieurs. Donc, pour résumer, à ce stade, je dirais que ce qui est partagé par les questions en c'est quoi et qu'est-ce que, lorsqu'elles expriment la surprise, c'est une valeur non référentielle de l'élément interrogatif en WH. Elle ne recherche pas une information, elle questionne néanmoins, et ce questionnement est déclenché par un conflit entre les attentes du locuteur et des preuves contextuelles. Donc, elles mettent l'accent sur l'incongruité et la question cherche une explication, une raison, voire un changement, une action. Donc, j'en viens à l'expérience de production que nous avons conduite. On a construit une expérience de production en ayant déjà quelques hypothèses. On a lu pas mal d'articles sur la question qui montrent qu'en général, les questions non canoniques ont des différences par rapport aux questions qui recherchent une information. La plupart des travaux qui existent sur les questions non canoniques sont des travaux sur les questions rhétoriques dans plusieurs langues. Et il a été montré que dans ce type de questions, l'élément WH est prononcé avec une voix plus douce, la qualité de la voix diffère, avec le pitch, donc en particulier dans les questions rhétoriques. Donc, les questions qui demandent une information ont en général une fréquence fondamentale qui est plus élevée et un pitch range qui est plus étendu. Les termes ne me viennent pas spontanément. Oui, voilà. Donc, un registre qui est plus vaste que dans le cas des questions de recherche d'information, donc de demande d'information. Et les questions rhétoriques, ça a été montré par Bessade et Roussari, ont des contours qui présentent plus de variations. Donc le contour final n'est pas toujours forcément homogène.
Et en tout cas, et ça revient dans beaucoup d'études, sur l'allemand notamment, sur le français aussi, les questions rhétoriques sont plus longues et sont prononcées avec un débit, une élocution qui sont plus lents que les demandes d'information. Et plusieurs constituants sont prononcés avec plus de lenteur dans les questions rhétoriques, donc à la fois en allemand, en anglais. Et on peut également s'attendre à avoir un phrasé qui sera différent dans les questions de surprise. Alors, l'expérience que nous avons conduite est une expérience de production. Donc, nous avons formé des phrases, nous les avons divisées, donc des phrases identiques en lecture de surprise et en lecture de demande d'information, donc tout à fait identiques. On les a divisées en 2 listes et les participants ne voyaient qu'une interprétation pour une phrase donnée, pas les deux, même s'ils avaient à la fois des phrases censées exprimer la surprise et des phrases censées exprimer la demande d'information. Donc, 12 questions de chaque. Et donc, comme on avait des participants qui voyaient seulement la moitié, donc ça faisait 6 questions en c'est quoi et 6 en qu'est-ce que dans chaque liste. On a mis des distracteurs. Aussi, donc on a en particulier utilisé des exclamatifs comme distracteurs et puis des questions, des questions tout à fait simples. Et les questions en c'est quoi avaient toutes un démonstratif et un nom. Et on s'est autorisé un adjectif seulement dans un seul cas, donc vin rouge. Comme je vous l'ai dit, on a évité les post-modifieurs et tout ce qui pouvait nous orienter vers une lecture de surprise. Mais rouge, on a estimé que dans le cas de vin rouge, c'était un adjectif classifiant, donc ça ne présente pas les mêmes risques de changement d'interprétation. Les questions en qu'est-ce que, c'est sûr, présentent beaucoup plus de variabilité. C'est difficile de créer des paires qui sont vraiment pareilles. Et donc, on a essayé de créer des formes aussi proches que possible, mais bon, c'est sûr qu'il y a plus de variations dans le cas des questions en qu'est-ce que. Donc, on a enregistré les participants, donc ils se sont auto-enregistrés. Les phrases étaient présentées sur un écran, suivies d'une indication de ton. Donc, ils avaient You are surprised ou bien You need the information. Ce qui permettait de maximiser les chances d'obtenir ce qu'on voulait dans leur réponse. Et ils avaient également la phrase qui nous intéressait. Et donc, on a enregistré les participants 3 fois. Donc, ils avaient 3 essais pour chaque phrase. Donc voilà, ça donne ça. On avait, par exemple, dans la condition A, c'est quoi ce truc? Donc vous êtes surpris, comment allez-vous prononcer c'est quoi ce truc? Et dans la condition B, vous avez besoin d'informations, donc comment prononcez-vous c'est quoi ce truc? Donc ensuite, les phrases enregistrées ont été transcrites, segmentées au niveau du mot, de la syllabe, du phonème. On a extrait la durée, l'intensité moyenne, la fréquence fondamentale, moyenne, minimale, avec les différentes valeurs. Pour les syllabes et pour l'ensemble de la phrase, en comparant les syllabes qui étaient comparables.
et donc les syllabes qui étaient comparables, c'était la première et la deuxième syllabe pour c'est quoi, et la première syllabe pour qu'est-ce que, puisque ce qui vient après qu'est-ce que, au niveau de que, c'est assez variable selon la suite. Et on avait deux conditions, la condition demande d'information ou surprise, question de surprise. Le mot interrogatif, donc soit quoi, soit qu'est-ce que, la syllabe. Et on a noté un schéma, enfin un contour montant ou non montant. Nos résultats, les résultats les plus, donc concernant les phrases entières, il y a des différences en ce qui concerne la durée. C'est quoi en tant que question, donc l'ensemble de la phrase, sont plus longues dans le cas où la surprise est exprimée que dans le cas où l'on demande une information. Le débit, donc le speech rate, également fait apparaître des différences dans le cas de c'est quoi. Donc, on a un débit qui est plus rapide pour la demande d'information que dans le cas de la surprise. Pour ce qui concerne le pitch, mean pitch et pitch range, on n'a pas de différence. En revanche, on en a pour le contour final. Il y a plus d'intonation montante pour les demandes d'information que pour les questions de surprise. Donc voilà les résultats pour les phrases entières. Et ensuite, en ce qui concerne les syllabes, à nouveau une différence en ce qui concerne la durée, une différence sensible, significative dans le cas de c'est quoi, exprimant la surprise. Et la syllabe qu'est-ce également est plus longue dans les questions de surprise que dans les questions qui demandent une information. Voilà les résultats pour l'ensemble des phrases et pour les syllabes et les mots interrogatifs. Et donc, il y a des différences très nettes, vraiment significatives entre les deux conditions, aussi bien au niveau de la phrase qu'au niveau des mots interrogatifs eux-mêmes. Les demandes d'information sont plus courtes et sont prononcées avec un débit beaucoup plus rapide que les questions de surprise, même si c'est surtout le cas pour les questions en c'est quoi, plus que pour les questions en qu'est-ce que. Les mots interrogatifs, donc les deux, aussi bien qu'est-ce et quoi, sont tous les deux plus courts dans les demandes d'information que dans les questions de surprise. On a beaucoup plus de contours montants dans les demandes d'information que dans les questions de surprise. Et donc là, nos résultats convergent avec ceux qui ont été faits dans des études qui comparaient les demandes d'information et les questions rhétoriques. Donc je pense aux travaux autour de l'équipe de Nicole Dehé et Bettina Brown, aussi Claire Bessade et Elisabeth Delay-Roussary. On n'a pas observé de différence dans le registre, dans les questions de surprise, mais les travaux qui l'ont étudié, et donc là, nous, même si on ne l'a pas fait directement, je m'appuie sur ces travaux qui l'ont fait,
Ces travaux montrent qu'il y a du côté du pitch des différences et les questions rhétoriques ont un registre qui est plus restreint. Donc, ça pourrait tout à fait suggérer que les questions de surprise gardent une dimension questionnante plus importante que les questions rhétoriques. On n'a pas observé de différence en ce qui concerne la longueur des questions en qu'est-ce que. En revanche, c'est plus compliqué avec qu'est-ce que, parce qu'il y a plus de variations dans le cas de qu'est-ce que. C'est plus complexe, c'est plus difficile, c'est aussi plus difficile à interpréter pour les participants au sein même de l'expérience. Enfin, je peux revenir là-dessus après. On a des participants qui n'ont pas su, qui ont peu réagi comme Anne tout à l'heure et qui visiblement ont eu du mal avec qu'est-ce que dans certains cas. Il y a des différences importantes dans la durée des mots interrogatifs dans chacune des conditions, à la fois pourquoi et pour qu'est-ce que. Et donc là, c'est sûr qu'il y a une longueur, une durée supérieure qui indique une différence sémantique entre la valeur référentielle ou la valeur non référentielle qui est associée au terme en WH. Et ça, c'est marqué du coup très tôt dans la phrase, puisque aussi bien nos questions en qu'est-ce que indiquant la surprise que c'est quoi, c'est la deuxième syllabe, hein, donc ça arrive très tôt. Donc très tôt, on a une différence qui est marquée. Et donc, la prosodie, d'une certaine façon, compense, en tout cas en français, cette absence de marquage syntaxique lorsqu'on a affaire à des questions de surprise qui sont parfaitement ambiguës entre la demande d'information ou l'expression de la surprise. Et donc, pour conclure, les questions de surprise et les demandes d'information diffèrent vraiment en termes de durée, de débit, d'élocution et de contour final. Donc, nous avons conduit une expérience de production et nous avons une expérience de perception qui est en cours pour déterminer si ces différences sont nécessaires et suffisantes pour qu'on puisse, en les entendant, faire la distinction entre lecture de surprise et demande d'information. Pour l'instant, ce que nos résultats suggèrent, c'est que les questions en c'est quoi sont beaucoup plus facilement perçues comme des questions de surprise que les questions en qu'est-ce que. Il faudrait qu'on ait des annotations prosodiques plus détaillées pour avoir une analyse du contour beaucoup plus fine que ce que l'on a fait jusqu'à présent. Ce serait également intéressant d'avoir une analyse, une comparaison directe entre les questions rhétoriques et les questions de surprise, ce qui nous permettrait directement de déterminer si l'allongement est un corrélat à la fois de la surprise et de la rhétoricité, qui serait un ensemble de formes non canoniques. À ce stade, ce qu'on a envie de dire, c'est que les questions rhétoriques et les questions de surprise diffèrent en termes de registre, mais les questions rhétoriques, il faudrait les inclure dans notre expérience pour qu'on puisse faire de façon directe ce constat, alors que là, je m'appuie sur les travaux qui ont été faits sur les questions rhétoriques. Et pour en revenir au contraste entre l'anglais et le français, eh bien, en français, les questions de surprise reposent vraiment sur une restructuration syntaxique
et sur différents moyens lexico-prosodiques, ce qu'on peut relier à l'absence d'accent lexical en français. Ça peut être une conséquence, entre autres, de cette absence d'accent lexical, donc ce besoin par la syntaxe, par des éléments lexicaux d'exprimer cela. Alors qu'en anglais, eh bien, on a vu qu'un intensifieur adjoint à l'élément WH en position frontale initiale suffit à déclencher une inférence négative. Donc là, syntaxiquement, en surface en tout cas, la structure paraît canonique, mais bon, on n'a absolument pas étudié les traits prosodiques de l'anglais, et donc ça reste à faire. Et en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que dans toutes ces questions de surprise, on a une modification du sens qui est associé à l'élément en WH. Cela peut se faire au moyen de l'extension du domaine avec un intensifieur, et c'est ce qu'on a en anglais, ou bien cela peut se faire en dissociant le domaine sémantique du mot en WH de son domaine habituel, et c'est ce qu'on a en français. Donc, voilà les références. J'ai fait ce travail en partie avec Anne Juniet et Laure Mansari, et une autre partie, la partie expérimentale avec Maude Pellissier. Donc, ce sont deux projets que j'ai conduits, l'un avec l'Allemagne, l'autre avec l'Estonie. Ce sont des projets ubercuriens, et puis on a bénéficié du soutien du LABEX EFL. Et je vous invite à participer à l'expérience de perception. La raison pour laquelle elle n'est pas encore faite, c'est que nous manquons de participants. Nous en avons seulement 28 et on aimerait en avoir un peu plus. Donc, je serais ravie si les locuteurs de français natifs parmi vous acceptaient de participer. Et je vous remercie. Merci beaucoup.